En septembre 1874, au cœur des montagnes ravagées par le charbon de Virginie occidentale, 3 hommes armés disparurent, sans laisser de traces près d'Elkhorn Creek. Leurs corps furent découverts quelques jours plus tard, enterrés dans des tombes peu profondes le long des berges boueuses, chacun portant des blessures mortelles par balle infligées par une arme qu'il aurait été impossible pour leur meurtrier de manier. Le seul témoin de leur mort était un garçon de 12 ans nommé Thomas Weaver, qui sortit de ces mêmes montagnes en portant un fusil presque aussi grand que lui. Ses vêtements étaient déchirés et tachés de sang, et il parlait d'une voix bien trop calme pour un enfant qui venait de tout perdre. Les autorités locales enterrèrent l'enquête aussi rapidement qu'elles enterrèrent les corps. Mais les mineurs qui découvrirent les cadavres murmurent encore à propos du regard froid et immobile du garçon et des 3 mots qu'il prononça lorsqu'on l'interrogea sur les meurtres. Il méritait pire. Les dossiers de cette affaire, datant de cet automne-là, restent scellés dans le sous-sol du palais de justice du comté de Mercer, marqués d'une simple mention. Affaire réglée par accord mutuel. Enquête suspendue sur ordre du shérif W. Thornton. Avant de poursuivre l'histoire de Thomas Weaver et des sombres secrets qui sont morts avec lui dans ces collines appalachiennes, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez, car ces montagnes renferment plus de secrets que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que les autorités ne voulaient pas que l'on sache, c'est que ces 3 hommes morts n'étaient pas des victimes aléatoires de la justice montagnarde. Ils étaient des hommes de main de la Consolidated Coal Company. Et Thomas Weaver venait de déclarer la guerre à la corporation la plus puissante de Virginie occidentale. Mais la véritable horreur de cette histoire n'est pas ce qui s'est passé cette nuit-là de septembre près d'Elkhorn Creek. C'est ce qui s'est produit dans les mois suivants, lorsque la soif de vengeance d'un enfant transforma la compréhension même de la peur dans toute une région. L'automne 1874 trouva les montagnes de Virginie occidentale métamorphosées par une industrie qui dévorait le charbon, et les hommes, avec une faim égale. De petites communautés qui avaient survécu pendant des générations grâce à la chasse, à l'agriculture et à l'exploitation du bois, tremblaient désormais sous le tonnerre des machines minières et le grondement constant des trains de charbon serpentant à travers des vallées qui n'avaient connu pendant des siècles que le chant des oiseaux. L'air lui-même avait changé. Là où la brise montagnarde portait autrefois le parfum du pin et des fleurs sauvages, elle empestait désormais la poussière de charbon et le soufre, un goût métallique qui recouvrait la langue et marquait les poumons de tous ceux qui respiraient. La Consolidated Coal Company avait acheté de vastes étendues de terre dans toute la région, apportant avec elle non seulement des emplois, mais aussi une forme particulière de justice opérant hors de portée de la loi locale. Des cités ouvrières surgirent comme des champignons vénéneux dans des clairières taillées dans des forêts anciennes. Leurs bâtiments, construits à la hâte, montrèrent déjà les signes d'affaissement qui finiraient par engloutir des quartiers entiers à mesure que les mines s'étendaient sous leurs fondations. Dans ces vallons isolés, où le shérif le plus proche pouvait se trouver à une journée de cheval à travers des cols dangereux, les agents de sécurité de la compagnie, appelés localement la police du charbon, faisaient office de juges, de jurys et souvent de bourreaux pour tout mineur osant remettre en question les conditions de travail, les salaires ou le contrôle de fer exercé par la compagnie sur chaque aspect de la vie quotidienne. Ces hommes ne portaient ni uniforme ni badge, mais exerçaient une autorité qui s'étendait bien au-delà des entrées des mines. Ils décidaient qui pouvait faire ses achats au magasin de la compagnie, quels enfants pouvaient fréquenter l'école de la compagnie, quelles familles seraient expulsées pour n'avoir pas atteint les quotas ou pour avoir montré une loyauté jugée insuffisante. La police du charbon était recrutée parmi les rebuts de la société d'après-guerre civile. Anciens soldats confédérés n'ayant trouvé aucune place dans la Nouvelle-Amérique, vétérans de l'Union démobilisés dont l'expérience de la guerre les avait rendus à l'aise avec la violence, vagabonds et criminels, qui découvraient que l'emploi corporatif offrait à la fois protection contre la loi et possibilités illimitées de cruauté. Ils vivaient dans une pension à la périphérie de Beckley, une structure branlante que les habitants appelaient « le repos du diable », où ils passaient leurs heures libres à boire du whisky infect et à imaginer de nouvelles méthodes d'intimidation. Des familles comme les Weaver, qui travaillaient ces montagnes depuis 3 générations, se retrouvèrent coincées entre la promesse de salaire régulier et la réalité d'une servitude sous contrat. La compagnie payait en bons échangeables uniquement dans ses propres magasins
où les prix étaient gonflés afin de maintenir les travailleurs dans un endettement perpétuel. Les logements étaient fournis dans des cabanes appartenant à la compagnie qui fuyaient en hiver et étouffaient en été, avec un loyer automatiquement déduit de salaire qui semblait toujours insuffisant pour couvrir les besoins élémentaires. Thomas Weaver vivait avec son père Samuel et son frère aîné Jacob dans une cabane surplombant Elkhorn Creek, là où son grand-père Ézéchiel s'était installé après avoir combattu lors de la guerre de 1812. La cabane était l'une des rares propriétés indépendantes restantes dans la région, construite en rondins taillés à la main, ayant résisté à 40 années de tempêtes montagnardes. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de peaux de cerf et d'ours qu'Ézéchiel avait abattus à l'époque où le gibier était abondant, avant que l'exploitation minière ne pousse la plupart des animaux plus profondément dans les montagnes. Samuel Weaver était un homme façonné par des choix difficiles et des circonstances encore plus dures. À 38 ans, ses mains étaient déjà noueuses à force de manier la pioche, ses poumons marqués par la poussière de charbon, son dos courbé de façon permanente après des années passées à ramper dans des tunnels à peine assez hauts pour un enfant. Il avait combattu pour l'Union pendant la guerre de Sécession, servant dans le 1er régiment d'infanterie volontaire de Virginie occidentale, et cette expérience lui avait appris à la fois la valeur de la discipline et le coût terrible de la violence. Lorsqu'il rentra chez lui en 1865, il espérait reprendre une vie tranquille de fermier montagnard. Mais l'arrivée de la compagnie charbonnière rendit ce rêve impossible. Le quart du matin à la mine numéro 7 commençait avant l'aube, lorsque l'air des montagnes était si froid que la respiration formait des nuages cristallins et que le sol craquait sous les bottes lourdes. Samuel réveillait Thomas et Jacob d'une douce secousse, parlant à voix basse pour ne pas déranger les voisins travaillant sur d'autres horaires. Le petit déjeuner se composait généralement de bouillie de maïs adouci à la mélasse, parfois accompagné d'œufs provenant des 3 poules survivantes de la famille. Les autres étaient mortes, en respirant la poussière de charbon qui se déposait surtout à des kilomètres à la ronde. Jacob, à 17 ans, possédait toute l'énergie nerveuse et le tempérament vif que Samuel avait appris à réprimer au fil des années passées à traiter avec les contremaîtres de la compagnie. Le garçon mesurait près d'1,80 m, avec les épaules larges et les grandes mains qui trahissaient sa filiation, mais ses yeux brillaient d'une défiance qui inquiétait profondément Samuel. Jacob avait commencé à travailler comme poseur de soutènement 6 mois plus tôt, chargé d'installer les structures en bois empêchant les effondrements des tunnels. C'était un travail dangereux, exigeant à la fois force physique et attention méticuleuse. Une seule poutre mal placée pouvait provoquer un éboulement ensevelissant des équipes entières. Le garçon avait déjà vu 3 hommes mourir dans des accidents évitables, causés par le refus de la compagnie d'acheter du matériel de sécurité adéquat. Lorsqu'il se plaignit à son superviseur de poutres pourries, qui auraient dû être remplacées depuis des semaines, on lui répondit que remettre en question les procédures de la compagnie constituait un motif de licenciement immédiat. La conversation s'acheva par des remarques appuyées sur la facilité avec laquelle un accident pouvait survenir à quelqu'un qui causait trop de problèmes. Thomas était différent de son père et de son frère d'une manière qui mettait mal à l'aise même sa propre famille. Petit pour ses 12 ans, il possédait une intelligence troublante, visible dans sa capacité à lire les intentions et les motivations des autres avec une précision inquiétante. Là où les autres enfants jouaient et racontèrent des histoires, Thomas observait et calculait, repérant des schémas dans le comportement des adultes qui lui permettaient de prédire leurs actions avec une exactitude dérangeante. Sa mère Mary était morte en lui donnant naissance durant l'hiver brutal de 1862, lorsque toute aide médicale était impossible à obtenir et que Samuel combattait à la guerre. Thomas avait été élevé principalement par son grand-père Ézéchiel, un homme dont les propres expériences, la guerre de 1812 et des décennies de vie en frontières sauvages, lui avaient appris que le monde était un endroit où la faiblesse invitait à la destruction. Sous la tutelle d'Ézéchiel, Thomas avait appris à chasser, à pister et à tirer avec une habileté qui étonnait même les bûcherons et chasseurs expérimentés. Le fusil que portait Thomas était un Spencer à répétition de calibre 44, l'une des armes les plus avancées de son époque. Ézéchiel l'avait obtenu d'un soldat de l'Union mourant lors de la retraite de Richmond et l'avait entretenu en parfait état de fonctionnement pendant toutes ces années. L'arme contenait 7 cartouches dans son magasin tubulaire et pouvait être tirée aussi rapidement que le tireur pouvait actionner le levier, offrant à un tireur expérimenté un avantage écrasant sur des adversaires armés de fusils à un seul coup. Mais l'éducation de Thomas allait bien au-delà du maniement des armes.
Ézéchiel lui avait appris à se déplacer silencieusement dans la forêt dense, à lire les traces révélant le passage des animaux comme des hommes, à trouver de l'eau et un abri en pleine nature, et surtout à penser comme un prédateur lorsque les circonstances l'exigeaient. Le vieil homme avait vécu à une époque où survivre signifiait être plus dangereux que les dangers qui vous entouraient, et il avait transmis ses leçons à son petit-fils avec une rigueur qui aurait horrifié des observateurs plus civilisés. En septembre 1874, les tensions entre les mineurs et la Consolidated Coal Company avaient atteint un point de rupture qui menaçait d'exploser en guerre ouverte. Les salaires avaient été réduits à 2 reprises durant l'été, tandis que le magasin de la compagnie augmentait les prix des produits de première nécessité, comme la farine, le bacon et le kérosène, enfermant les familles dans des cycles d'endettement qui s'aggravaient chaque mois. Des enfants se couchèrent le ventre vide pendant que les dirigeants de la compagnie vivaient dans des demeures luxueuses, construites grâce aux profits extraits du sang et de la sueur des familles montagnardes. Les conditions de sécurité dans les mines s'étaient détériorées à un point tel que des effondrements se produisaient presque chaque semaine. Pourtant, tout mineur refusant de travailler dans des conditions manifestement dangereuses était immédiatement mis sur liste noire et souvent chassé de la ville par la police du charbon. La position de la compagnie était simple. Les ouvriers étaient remplaçables. Le charbon, lui, ne l'était pas. Si des hommes mouraient pour l'extraire, il y avait toujours d'autres familles désespérées prêtes à prendre leur place. La police du charbon était devenue de plus en plus audacieuse dans ses méthodes d'intimidation, ne se limitant plus aux camps miniers, mais étendant son emprise aux colonies indépendantes, où des familles comme les Weaver conservaient encore une certaine autonomie. Des maisons étaient fouillées sans mandat. Du bétail disparaissait pendant la nuit, et quiconque s'exprimait contre les politiques de la compagnie recevait des visites nocturnes d'hommes qui faisaient comprendre leurs intentions sans jamais formuler de menaces explicites. Les événements qui allaient finalement conduire à 3 tombes au bord d'Elkhorn Creek commencèrent le 15 septembre, lorsque Samuel Weaver prit une décision qui définirait les années restantes de sa vie. Ce matin-là, alors qu'il descendait dans l'obscurité suffocante de la mine numéro 7, pour ce qu'il ignorait être son dernier quart de travail, Samuel portait sur lui une pétition représentant des mois d'organisation prudente et un risque personnel considérable. Rédigé de la main appliquée de Samuel sur du papier acheté avec un argent que la famille pouvait à peine se permettre de dépenser, le document détaillait des violations précises des règles de sécurité que les superviseurs de la compagnie avaient ignorées malgré de nombreuses plaintes. Il décrivait des soutènements en bois pourri qui craquaient sinistrement sous le poids de la roche instable, des systèmes de ventilation si insuffisants que des hommes s'effondraient régulièrement après avoir inhalé des gaz toxiques, et la pratique consistant à forcer les mineurs à travailler avec un équipement si défectueux que les accidents n'étaient pas seulement probables, mais inévitables. Plus accablant encore, la pétition contenait un compte rendu détaillé de la politique de la compagnie, consistant à menacer les ouvriers qui refusaient d'entrer dans des zones manifestement dangereuses. Elle nommait des contremaîtres précis, qui avaient déclaré que toute remise en question des procédures de sécurité entraînerait un licenciement immédiat et une mise sur liste noire, obligeant ainsi les hommes à choisir entre leur vie et la capacité de nourrir leur famille. 47 mineurs avaient signé la pétition, chacun comprenant que faire figurer son nom sur le document pouvait signifier la fin de ses moyens de subsistance, voire de sa vie. Ce n'étaient ni des agitateurs radicaux, ni des fauteurs de troubles venus de l'extérieur, mais de simples montagnards ayant atteint la limite de ce qu'ils pouvaient endurer. Ils avaient vu des amis mourir dans des accidents évitables, des enfants devenir maigres et faibles par manque de nourriture, et des parents âgés souffrir de maladies qui auraient pu être soignées si les médecins de la compagnie n'avaient pas reçu l'ordre de minimiser les coûts de traitement. Le plan de Samuel était de présenter la pétition au contremaître Augustus Blackwood lors du changement d'équipe, quand d'autres ouvriers seraient présents comme témoins, et que le superviseur serait moins enclin à recourir immédiatement à la violence. C'était une stratégie raisonnable, démontrant la compréhension qu'avait Samuel des rouages internes de la compagnie et son espoir que le dialogue rationnel restait possible. Ce que Samuel ignorait, c'est que l'un des mineurs signataires était en réalité un informateur de la compagnie, un homme désespéré nommé Henry Caldwell, qui avait accumulé des dettes si importantes au magasin de la compagnie qu'il était prêt à tout pour éviter l'expulsion du logement fourni par l'employeur. La plus jeune fille de Caldwell souffrait de consomption
et on lui avait fait comprendre que l'accès continu aux soins du médecin de la compagnie dépendait de sa coopération avec la direction. Confronté au choix entre la loyauté envers ses camarades et la vie de son enfant, Caldwell avait pris la seule décision qu'un père pouvait prendre. Lorsque Samuel descendit l'échelle en bois menant au puits de mine ce matin-là, Augustus Blackwood était déjà informé de l'existence de la pétition et avait prévenu la police du charbon qu'une action immédiate serait nécessaire. Le contremaître, un homme brutal qui avait obtenu son poste grâce à un mélange de relations politiques et de dispositions à user de violence contre les ouvriers, considérait la pétition non comme une plainte légitime, mais comme un acte de rébellion menaçant tout le système de contrôle qui maintenait la rentabilité des mines. La confrontation, lorsqu'elle eut lieu, fut brève et décisive. Samuel présenta la pétition avec une dignité tranquille, expliquant que les hommes ne cherchaient pas à causer des troubles, mais voulaient simplement travailler dans des conditions qui ne garantissaient pas leur mort. Blackwood écouta en silence, ses yeux pâles ne quittant jamais le visage de Samuel, puis déchira le document en morceaux qu'il dispersa sur le sol de la mine comme des confettis. « Je veux que chaque homme ayant signé ce papier se présente à mon bureau à la fin du quart », déclara Blackwood, sa voix portant clairement dans le silence soudain tombé sur les autres ouvriers. « Nous devons discuter de la poursuite de leur emploi au sein de cette compagnie. » Samuel comprit immédiatement que se présenter au bureau de Blackwood équivalait à signer son propre arrêt de mort. Les discussions du contremaître avec les ouvriers jugés problématiques étaient tristement célèbres pour se terminer par des accidents sans témoins et sans question. Mais il savait aussi que ne pas se présenter entraînerait des conséquences encore plus graves, non seulement pour lui, mais pour sa famille. Ce soir-là, alors que la famille Weaver s'asseyait pour son dîner habituel de pain de maïs, de haricots et du lapin que Thomas avait rapporté de sa chasse matinale, Samuel expliqua la situation à ses fils avec la précision mesurée d'un homme conscient que les mots étaient peut-être tout ce qu'il lui restait à leur offrir. Il parla de devoir et d'honneur, de la différence entre le courage et la folie, et des choix terribles que les circonstances imposent parfois aux gens honnêtes. La réaction de Jacob fut immédiate et prévisible. Il voulait se battre, rassembler des armes et des alliés, et affronter les brutes de la compagnie avec la violence directe que les jeunes hommes croient toujours capables de résoudre des problèmes complexes. Thomas, lui, écoutait en silence, ses yeux sombres passant de son père à son frère, tandis qu'il absorbait non seulement leurs paroles, mais aussi les courants émotionnels révélant bien plus que ce que chacun croyait montrer. La conversation fut interrompue par le bruit de chevaux approchant. Le rythme délibéré de leurs sabots annonçait des visiteurs qui n'étaient pas pressés, car ils savaient que leur proie n'avait nulle part où fuir. Samuel se leva lentement, sa main vérifiant instinctivement la position du couteau de chasse à sa ceinture, puis se dirigea vers l'unique fenêtre de la cabane pour regarder à travers un verre terni par l'âge et la poussière de charbon. 3 hommes mettèrent pied à terre avec l'assurance désinvolte de prédateurs ayant acculé leur proie. Samuel les reconnut immédiatement. Marcus Finch, Dale Hutchinson et James Crawford, le triumvirat de la violence qui imposait la volonté de la compagnie charbonnière dans toute la région. Leur présence à sa cabane signifiait que ce qui allait suivre avait été planifié et approuvé au plus haut niveau de la direction corporative. Marcus Finch était le chef officieux de la police du charbon. Ancien officier de cavalerie confédéré, son unité s'était rendue tristement célèbre pendant la guerre pour le traitement infligé aux prisonniers de l'Union. Grand, mince, aux cheveux prématurément grisonnants et aux yeux froids comme des éclats de glace hivernale, Finch possédait une intelligence cruelle qui le rendait redoutablement efficace dans l'intimidation psychologique. Il était mieux vêtu que ses compagnons, portant un costume noir toujours propre malgré la rudesse de son travail, et il arborait une paire de revolvers Colt, assortis dans des holsters marqués par une utilisation fréquente. Dale Hutchinson était l'exact opposé de Finch à presque tous égards. Un homme massif, dont la corpulence était faite de muscles et non de graisse, et dont les mains balafrées témoignaient d'une vie passée à résoudre les problèmes par la force brute. Il avait dérivé jusqu'en Virginie occidentale après la guerre, racontant des histoires de service dans l'armée de Sherman que personne ne pouvait vérifier, mais que personne n'osait contester. Hutchinson aimait son travail. Il prenait plaisir à la peur qu'il inspirait et à la douleur qu'il infligeait. Lorsque l'intimidation subtile échouait, c'était lui qui servait d'exemple pour maintenir les autres fauteurs de troubles potentiels dans le rang. James Crawford était le plus dangereux des 3, précisément parce qu'il semblait le moins menaçant. De taille et de corpulence moyenne,
Avec des cheveux bruns clairsements et des traits quelconques, Crawford ressemblait davantage à un boutiquier ou à un employé qu'à un tueur. Mais ceux qui le connaissaient savaient que son apparence ordinaire dissimulait une absence totale d'empathie humaine. Crawford tuait sans colère ni passion, considérant la violence comme un simple outil à utiliser lorsque les circonstances l'exigeaient. C'était lui que l'on envoyait pour les situations nécessitant planification et précision plutôt que force brute. La conversation qui suivit serait le dernier échange de paroles civilisées entre la famille Weaver et la Consolidated Coal Company. Finch, parlant avec l'autorité désinvolte d'un homme habitué à être craint, informa Samuel que sa pétition avait été prise en compte et que son emploi auprès de la compagnie était résilié avec effet immédiat. De plus, la famille Weaver disposait de 30 jours pour quitter leur cabane, située sur un terrain que la compagnie prétendait avoir récemment acheté dans le cadre de son expansion vers les hauteurs d'Elkhorn Creek. L'affirmation concernant la propriété du terrain était un mensonge, mais c'était le genre de mensonge qui devenait vérité lorsqu'il était soutenu par une puissance de feu supérieure et des fonctionnaires corrompus. La compagnie charbonnière avait perfectionné l'art de voler des terres en combinant des documents frauduleux, des témoins intimidés et des juges qui savaient parfaitement de quel côté venait leur financement de campagne. Des familles propriétaires de leurs terres depuis des générations découvraient soudain que leurs titres n'étaient plus valides, que leurs taxes foncières avaient été mal calculées, ou que leurs limites de propriété avaient été incorrectement relevées. Jacob, jeune et emporté comme son père l'avait été à son âge, commit l'erreur de demander quelle compensation la famille recevrait pour les améliorations apportées à la propriété au fil des années. La question était raisonnable, même polie, mais elle révélait une incompréhension fondamentale de la situation. Il ne s'agissait ni d'une négociation commerciale, ni d'une procédure légale. C'était une démonstration de force, destinée à écraser toute résistance avant qu'elle ne puisse se propager. La réponse de Hutchinson fut rapide et brutale. Un revers de main qui projeta le jeune homme de 17 ans contre le mur de la cabane, le sang jaillissant de son nez et de ses lèvres. Le coup avait été calculé pour infliger une humiliation maximale, sans causer de dommages permanents. Une violence conçue pour transmettre un message tout en laissant la victime capable de le relayer. Mais la véritable horreur commença lorsque Samuel se porta au secours de son fils. Crawford, resté silencieux en retrait, dégaina un revolver Remington nickelé et en posa le canon contre la tempe de Samuel avec la précision détachée d'un homme qui avait accompli ce geste d'innombrables fois. L'arme était chargée de cartouches de calibre .44, capables de répandre la cervelle d'un homme sur le mur de la cabane, et tous comprirent que Crawford presserait la détente sans la moindre hésitation si les circonstances l'exigeaient. « Il semble que tu aies oublié qui commande dans ces montagnes, Weaver, » murmura Crawford, sa voix à peine audible, mais parfaitement distincte dans le silence soudain qui avait envahi la cabane. « Il est peut-être temps que toi et ton garçon appreniez à respecter vos supérieurs. » Ce qui suivit hanterait Thomas Weaver pour le reste de sa courte vie et façonnerait sa compréhension du fonctionnement réel du monde, sous son vernis de civilisation et de loi. Tandis que Samuel restait figé, une arme pointée sur la tête, et que Jacob gisait au sol, ensanglanté, les 3 policiers du charbon commencèrent à discuter du sort de la famille Weaver, avec le professionnalisme détaché d'hommes planifiant une transaction commerciale. Finch suggéra que Samuel et Jacob disparaissent tout simplement, leur corps n'étant jamais retrouvé, laissant Thomas comme rappel vivant de ce qui arrivait à ceux qui défiaient l'autorité de la compagnie. Hutchinson préférait un exemple plus public, une pendaison déguisée en justice expéditive, les corps laissés en évidence pour servir d'avertissement aux autres fauteurs de troubles potentiels. Crawford, fidèle à lui-même, privilégiait la solution attirant le moins l'attention des autorités extérieures, proposant que les hommes soient emmenés dans les montagnes et enterrés là où on ne les retrouverait jamais. Thomas, resté silencieux dans un coin tout au long de la confrontation, observa les 3 hommes forcer son père et son frère à sortir sous la menace des armes. Par la fenêtre de la cabane, il les vit être conduits vers la lisière des arbres. Finch portait une corde de chanvre dont l'humidité scintillait dans la lumière déclinante. Crawford avait apporté une pelle, et Hutchinson transportait un sac de toile qui contenait probablement de la chaux destinée à accélérer la décomposition. Le garçon sut, avec une certitude glaciale qui lui transperça les os, que sa famille ne reviendrait pas de ces bois sombres. Mais Thomas Weaver n'était pas l'enfant sans défense que la police du charbon imaginait.
et il se préparait à cet instant depuis bien plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Lorsque les voix des 3 hommes s'évanouirent dans la forêt entourant Elkhorn Creek, Thomas se mit en mouvement avec l'efficacité silencieuse que son grand-père lui avait inculquée au fil d'innombrables heures d'entraînement. Le fusil Spencer fut extrait de sa cachette sous une lame de plancher décellée près de la cheminée, accompagnée de la cartouchière en cuir contenant 47 cartouches de calibre 44. Chaque balle avait été soigneusement entretenue et inspectée, chacune pouvant faire la différence entre la vie et la mort. L'arme lui était familière entre les mains, sa crosse en noyer lisse à force d'usage, ses pièces métalliques luisant sous la fine couche d'huile qui les protégeait de la rouille, dans le climat humide des montagnes. Thomas avait tiré avec ce fusil des milliers de fois, s'exerçant sur des cibles allant de boîtes de conserve à 50 mètres à des cartes à jouer à une distance double. Il pouvait charger et tirer 7 coups en moins de 30 secondes. Et sa précision était telle que les chasseurs locaux le consultaient régulièrement pour savoir où trouver le gibier. Mais ce soir-là, Thomas ne chassait ni le cerf ni le lapin. Ce soir-là, il traquait le gibier le plus dangereux que les montagnes aient à offrir. Des hommes qui tuaient, pour l'argent et le plaisir, et qui avaient commis l'erreur de croire qu'un garçon de 12 ans ne représentait aucune menace pour leur plan. L'obscurité, qui semblait être un avantage pour la police du charbon, favorisait en réalité Thomas. Il avait passé d'innombrables nuits à se déplacer dans ces forêts et savait comment le son se propageait différemment selon la direction du vent et les conditions atmosphériques. Il connaissait chaque sentier de cerf et chaque passage de lapin, chaque tronc tombé pouvant offrir un abri, chaque affleurement rocheux permettant un champ de tir dégagé, tout en dissimulant la position du tireur. Plus important encore, Thomas comprenait quelque chose de la violence que son père et son frère n'avaient jamais appris. La première règle de tout combat est de s'assurer que l'ennemi ne réalise pas qu'il est engagé dans une lutte avant qu'il ne soit trop tard pour en changer l'issue. La police du charbon s'attendait à commettre un meurtre cette nuit-là, persuadée que sa seule opposition viendrait de 2 hommes désarmés déjà sous son contrôle. Suivant les voies plus profondément dans la forêt, Thomas se déplaçait parallèlement à leur trajectoire plutôt que directement derrière eux, utilisant sa connaissance supérieure du terrain pour anticiper leur destination. Les fragments de leur conversation indiquaient qu'ils se dirigeaient vers Hangman's Hollow, une petite clairière près d'un affluent d'Elkhorn Creek, où les arbres formaient un amphithéâtre naturel. C'était un endroit offrant l'intimité nécessaire à leur besogne, tout en donnant un accès facile à l'eau courante, pour effacer les preuves. La clairière avait acquis son nom macabre durant la guerre de sécession, lorsque des irréguliers confédérés l'avaient utilisé pour exécuter des soldats de l'Union capturés, qui ne pouvaient être rançonnés ou échangés. On mettait les enfants du coin en garde contre cet endroit, non par peur du surnaturel, mais parce que des ossements humains refaisèrent parfois surface lorsque les crues printanières remuaient la terre. C'était exactement le genre d'endroit que des hommes comme Finch, Hutchinson et Crawford choisissaient, isolés, chargés d'histoire, et psychologiquement terrifiants pour leurs victimes. Thomas atteignit le bord de la clairière alors que la police du charbon progressait encore dans la forêt plus dense en contrebas, ralenti par la nécessité de contrôler 2 prisonniers et d'évoluer sur un terrain inconnu, dans une obscurité presque totale. Il se positionna sur une corniche rocheuse surplombant la clairière, un emplacement offrant des lignes de tir dégagées vers plusieurs points, tout en assurant une dissimulation derrière un écran de laurier des montagnes. L'attente fut la partie la plus difficile. Thomas resta immobile derrière son abri improvisé, le fusil Spencer reposant dans une dépression naturelle de la roche qui stabilisait sa visée. À mesure que les voix se rapprochaient, il percevait des bribes de leur conversation portées par la brise nocturne. Hutchinson se plaignant de la distance à parcourir, Crawford discutant de la profondeur idéale des tombes dans un sol montagneux rocheux, Finch lançant des plaisanteries grossières sur la pétition de Samuel et sur ce que penseraient les autres mineurs en apprenant sa disparition. Lorsque les 4 silhouettes émergèrent enfin dans la clairière, Thomas les distingua clairement à la faible lueur des étoiles filtrant à travers la canopée. Samuel et Jacob étaient ligotés, les mains attachées dans le dos, trébuchant parfois sous les coups de leur geôlier. La police du charbon avait manifestement relâché sa vigilance, convaincue que l'isolement du lieu rendait toute fuite ou intervention impossible. Marcus Finch dirigeait l'opération avec l'autorité tranquille d'un homme ayant supervisé de nombreuses exécutions similaires. Il ordonna à Hutchinson
de forcer les prisonniers à s'agenouiller près d'un chêne abattu qui servirait de barrière pratique pour contenir les corps. Crawford commença à creuser ce qui était manifestement destiné à être une tombe peu profonde, travaillant avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui avait accompli cette tâche maintes fois auparavant. Le premier coup de feu partit sans avertissement. La détonation du fusil Spencer résonna dans la clairière comme un coup de tonnerre lorsqu'une balle de calibre .44 frappa Marcus Finch en plein centre de la poitrine. L'impact le souleva de terre et le projeta en arrière dans le ruisseau, où son corps flotta face contre l'eau qui s'assombrit rapidement de sang. Hutchinson et Crawford, totalement pris au dépourvu par une attaque venant d'une direction impossible, se précipitèrent à couvert en hurlant des menaces et des jurons dans l'obscurité environnante. Mais Thomas avait déjà bougé, glissant de sa position rocheuse vers un nouvel emplacement, alors même que l'écho de son premier tir résonnait encore dans la forêt. Le mécanisme à levier du Spencer permettait des tirs de suivi rapides, et Thomas avait répété cette séquence tant de fois que ses mains agissaient sans intervention consciente. Extraire la douille usagée, chambrer une nouvelle cartouche, acquérir la cible, contrôler sa respiration, presser la détente avec une pression régulière. L'ensemble du cycle prenait moins de 3 secondes. Et au moment où Hutchinson comprit d'où venaient les tirs, Thomas n'était déjà plus là. La deuxième balle atteignit Dale Hutchinson. Alors qu'il tentait d'utiliser Jacob comme bouclier humain, le projectile traversa le crâne du policier du charbon avant qu'il n'ait pu achever sa menace de tuer le garçon. Le corps massif de Hutchinson bascula en avant, son poids mort plaquant Jacob au sol, mais laissant le jeune homme de 17 ans indemne. Crawford, désormais seul et confronté à un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre, commit l'erreur fatale de paniquer. Au lieu de se mettre à couvert et de tenter de localiser son assaillant, il abandonna les prisonniers et se mit à courir vers la lisière des arbres, dans une tentative désespérée de rejoindre son cheval. C'était exactement la réaction que Thomas attendait d'un homme habitué à disposer d'un avantage écrasant en nombre et en puissance de feu. Le dernier tir fut le plus difficile. Il obligea Thomas à estimer la vitesse et la trajectoire de Crawford tout en compensant le mouvement des branches qui masquaient partiellement sa cible. Mais son grand-père lui avait appris à chasser le cerf en pleine course dans une forêt dense, et un homme en fuite constituait une cible bien plus large et plus prévisible qu'un cerf de Virginie affolé. Crawford se trouvait à une vingtaine de mètres de la lisière lorsque la troisième balle le frappa entre les omoplates. L'impact le projeta face contre terre dans la berge boueuse du ruisseau. Son corps glissa le long du talus et s'immobilisa à moitié immergé dans la même eau qui emportait déjà le sang de Marcus Finch. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le murmure de l'eau courante et la respiration haletante de Samuel et Jacob Weaver, qui se retrouvaient face à 3 cadavres, en tentant de comprendre comment le plus jeune membre de leur famille venait de leur sauver la vie. Thomas sortit de la forêt comme un fantôme. Le fusil Spencer tenu négligemment dans ses petites mains, l'expression aussi calme que s'il revenait simplement d'une chasse au lapin. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il en s'agenouillant pour couper les liens de son père, à l'aide d'un couteau de chasse apparu de nulle part dans ses vêtements. Sa voix était posée, presque conversationnelle, sans la moindre trace de l'excitation ou de l'horreur que de tels actes de violence auraient dû provoquer. Samuel, les mains tremblantes tandis que la circulation revenait, ne pouvait que fixer son plus jeune fils, peinant à assimiler ce qui venait de se produire. L'enfant s'était déplacé dans la forêt plongée dans l'obscurité totale, avait choisi des positions de tir optimales et éliminé 3 hommes armés avec une précision qui aurait impressionné des soldats professionnels. Plus troublant encore, Thomas ne montrait aucun signe de détresse émotionnelle ou de conflit moral face à ce qu'il avait fait. « Ils allèrent vous tuer », déclara-t-il simplement en libérant Jacob de ses liens. « Je ne pouvais pas laisser ça arriver. » La simplicité de son raisonnement était peut-être l'aspect le plus glaçant de toute cette nuit. Thomas n'avait pas agi par rage ou par peur, mais à la suite d'une évaluation froide de la situation et d'une solution pratique aux problèmes qu'elle posait. Il avait tué 3 hommes, sans plus d'implication émotionnelle, que lorsqu'il abattait les lapins qui complétaient le repas familial. Mais la véritable horreur de cette nuit-là restait à venir. Car ce que Samuel et Jacob ne comprenaient pas encore, c'est que Thomas se préparait à cet instant depuis des mois. La position choisie pour l'embuscade, l'itinéraire emprunté à travers la forêt, jusqu'au timing de ses tirs. Tout avait été soigneusement répété durant d'innombrables heures d'entraînement solitaire. Thomas savait que la compagnie charbonnière finirait par s'en prendre à sa famille, et il s'y était préparé. La seule surprise
était qu'elle ait mis autant de temps à agir. Le plan que Samuel élabora durant ces heures désespérées au bord d'Elkhorn Creek était à la fois brillant et déchirant par sa simplicité, mais ce fut Thomas qui fournit les détails cruciaux, rendant la supercherie crédible. Alors que les 3 survivants se tenaient près des corps de ceux qui avaient voulu les tuer, l'enfant exposa une stratégie révélant une compréhension terrifiante de la psychologie humaine et de la corruption institutionnelle. Les 3 policiers du charbon seraient enterrés là où ils étaient tombés. Leur disparition serait attribuée à la dangerosité de leur métier et au territoire hostile qu'ils patrouillaient. Samuel et Jacob simuleraient leur propre mort, laissant derrière eux des preuves convainquant les enquêteurs qu'ils avaient été tués en représailles à la disparition des agents de sécurité. Thomas, armé d'un récit soigneusement élaboré par son père, mais affiné par sa propre compréhension du raisonnement des adultes, serait l'unique survivant d'une tragédie qui n'avait, en réalité, jamais eu lieu. Mais ce plan exigeait des sacrifices qui entraient les Weaver survivants jusqu'à la fin de leurs jours. Samuel et Jacob devraient abandonner non seulement leurs maisons et leurs biens, mais aussi leurs identités mêmes, parcourant des centaines de kilomètres pour recommencer une nouvelle vie sous de faux noms, auprès de parents ayant accepté de les accueillir sans poser trop de questions. Ils ne pourraient jamais revenir en Virginie occidentale, ni contacter directement Thomas, ni même savoir comment leur sacrifice influencerait le développement du garçon. Thomas, quant à lui, resterait sur place pour affronter un monde qui avait déjà démontré sa volonté de le détruire, armé uniquement de son intelligence, de son fusil, et d'une compréhension grandissante du fait que survivre exige parfois de devenir plus dangereux que les forces qui vous menacent. Il serait seul d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, portant des secrets qui l'isoleraient de toute relation humaine qu'il tenterait de nouer. L'enterrement des 3 policiers du charbon occupa la majeure partie de la nuit. Samuel et Jacob travaillèrent à la lumière de la lune pour creuser des tombes suffisamment profondes pour éviter toute découverte, mais assez peu profondes pour être terminées avant l'aube. Thomas faisait le guet, son ouïe affûtée, attentive au moindre bruit annonçant l'approche de cavaliers ou de chercheurs. Le garçon prodigua également des conseils pratiques sur la composition du sol et le drainage, révélant une familiarité troublante avec les mécanismes de dissimulation des corps. Les tombes furent creusées sous les racines étendues d'un chêne ancien, où la terre retournée serait moins visible, et où les racines finiraient par traverser les restes, rendant toute exhumation presque impossible. Thomas suggéra de disperser de la litière forestière et des débris végétaux sur les sites d'inhumation, puis de les marquer par des entailles discrètes sur des arbres voisins, invisibles pour un observateur occasionnel, mais suffisantes, pour lui permettre de retrouver les tombes si nécessaire. À l'approche de l'aube, les 3 Weaver rassemblèrent leurs rares possessions et se préparèrent à mettre en œuvre une tromperie destinée à protéger Samuel et Jacob, tout en transformant Thomas en quelque chose qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait jamais devenir. Samuel prit son fils à part pour une dernière conversation, qui devait servir à la fois d'adieu et d'instruction pour les années de solitude à venir. « Souviens-toi que nous t'aimons, » dit Samuel, la voix brisée malgré ses efforts pour rester fort. « Souviens-toi que ce que nous faisons est nécessaire, non seulement pour sauver nos vies, mais pour protéger d'autres familles de ce qui nous est arrivé. Et souviens-toi qu'un jour, quand tu seras assez âgé et assez fort, tu auras le pouvoir de faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. » Thomas acquiesça avec la gravité solennelle d'un enfant contraint de grandir trop vite, mais ses yeux sombres révélaient une compréhension bien au-delà de son âge. Il avait déjà commencé à élaborer des plans que son père n'aurait jamais pu imaginer, des projets dépassant largement la simple survie pour devenir une campagne méthodique de représailles contre tous ceux qui avaient contribué à la destruction de sa famille. La scène de crime mise en scène par Thomas et son père dans la cabane fut un chef-d'œuvre de diversion, capable de tromper même des enquêteurs chevronnés. Les meubles furent renversés pour suggérer une lutte. Le sang d'une coupure à la main de Jacob fut répandu selon des motifs indiquant une violence réelle, et plusieurs effets personnels de Samuel furent emportés pour suggérer que les assaillants avaient pris des trophées. Plus important encore, Thomas plaça des éléments de preuve orientant les enquêteurs vers la conclusion que son père et son frère avaient été emmenés vivants, probablement pour interrogatoire ou exécution publique. Lorsque des chasseurs trouvèrent Thomas 3 jours plus tard, marchant sur un sentier de montagne avec le fusil de son grand-père et du sang sur ses vêtements, le garçon s'était transformé en victime parfaite. Traumatisé mais cohérent,
serviable sans être suspectement trop informé, digne de compassion sans être si brisé qu'il aurait nécessité des soins prolongés susceptibles de révéler des incohérences dans son récit. Le sang sur ses vêtements, expliqua-t-il au shérif William Thornton, provenait de ses tentatives pour aider son père blessé avant que les hommes de la compagnie ne l'emmènent de force. Les déchirures de ses habits venaient de sa fuite à travers la forêt dense, dans l'obscurité, pour échapper à des hommes qui avaient promis de le traquer s'il tentait d'intervenir. Son calme apparent était le choc qui suivait souvent les expériences traumatiques, une explication raisonnable que personne ne songea à remettre sérieusement en question, surtout face à un enfant ayant manifestement subi des pertes terribles. Le shérif Thornton était un homme qui avait survécu au chaos de la reconstruction en apprenant quand il ne fallait pas poser trop de questions, quand il convenait d'accepter des explications satisfaisant aux exigences légales sans creuser des vérités dérangeantes. À 53 ans, il avait vu suffisamment de violence et de corruption pour comprendre que parfois, la meilleure solution était celle qui empêchait un bain de sang supplémentaire, même si cela signifiait compromettre ses propres principes. La découverte des 3 corps changea tout, transformant ce qui semblait être une simple affaire d'intimidation corporative en quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Lorsque l'équipe de recherche de Thornton découvrit les cadavres enterrés dans des tombes peu profondes, près d'Elkhorn Creek, le shérif comprit qu'il était confronté à une situation capable de détruire non seulement sa carrière, mais aussi toute la base économique du comté. Les hommes avaient été abattus avec une précision évoquant un entraînement militaire ou une maîtrise exceptionnelle des armes à feu. Pourtant, le seul suspect était un enfant qui aurait dû fuir de terreur, non engager un combat armé contre des tueurs expérimentés. La disposition des corps indiquait qu'ils avaient été touchés depuis une position surélevée, mais le terrain autour du site d'inhumation offrait peu d'emplacements possibles pour un tel tir. L'enquête qui suivit fut une leçon magistrale de cécité sélective et d'ignorance volontaire. Le shérif Thornton, soumis à la pression à la fois de la compagnie minière et de sa propre conscience, choisit de retenir une version des faits satisfaisant aux exigences légales tout en évitant les implications les plus troublantes de ce qui s'était réellement produit. Le rapport officiel déclara que Marcus Finch, Dale Hutchinson et James Crawford avaient été tués lors d'une altercation avec Samuel et Jacob Weaver, lesquels avaient ensuite pris la fuite. Thomas Weaver, retrouvé seul et traumatisé, fut présenté comme l'unique témoin survivant d'un conflit lié aux activités minières ayant dégénéré en violence. Mais plusieurs détails troublaient ceux qui connaissèrent la vérité. La précision des tirs suggérait un tireur unique d'une exactitude remarquable, et non l'échange de coups de feu désespérés décrits dans le rapport officiel. Plus inquiétant encore était Thomas lui-même. Plutôt que d'exprimer le chagrin et la confusion attendus d'un enfant ayant perdu toute sa famille, il affichait un calme presque surnaturel qui mettait mal à l'aise tous ceux qui le rencontraient. Interrogé sur les événements de cette nuit-là, Thomas fixait son interlocuteur de ses yeux sombres et immobiles, fournissant des réponses techniquement vraies, mais dénuées de toute substance. Les hommes de la compagnie sont venus pour papa et Jacob. Il y a eu des coups de feu. Je me suis enfui dans les bois et je me suis caché jusqu'au matin. La Consolidated Coal Company, confrontée à la perte de 3 agents clés et à un récit présentant ses opérations de sécurité sous un jour défavorable, prit une décision qui s'avérerait être sa seconde erreur fatale. Plutôt que de mener une enquête approfondie, elle choisit d'enterrer discrètement l'affaire tout en mettant en place de nouvelles politiques destinées à éviter des incidents similaires. Les dirigeants estimaient que la mort de 3 policiers du charbon, bien que regrettable, était préférable à une investigation prolongée susceptible de révéler l'ampleur de leurs pratiques d'intimidation. Ce qu'ils ne comprirent pas, c'est que Thomas Weaver n'avait pas agi par désespoir ou par peur, mais à partir d'une compréhension calculée du fait que certains problèmes ne peuvent être résolus que par la violence. La décision de la compagnie de battre en retraite plutôt que de se venger fut interprétée par le garçon non comme de la sagesse, mais comme de la faiblesse, une perception qui aurait des conséquences mortelles dans les mois suivants. Alors que l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans ces montagnes de Virginie occidentale ne faisait que s'intensifier. L'hiver arriva tôt cette année-là, apportant avec lui une série d'accidents qui commencèrent à remodeler l'équilibre des pouvoirs dans toute la région minière. Des superviseurs connus pour leur brutalité envers les ouvriers firent des chutes mystérieuses dans des puits de mines. Des gérants de magasins qui avaient rançonné les familles avec des prix exorbitants furent retrouvés morts chez eux.
des victimes de ce qui semblait être des cambriolages ratés, où l'argent restait intact, mais où les vies étaient ôtées avec une précision chirurgicale. La vérité sur Thomas Weaver commença à émerger en février 1876, lorsque le shérif Thornton reçut un message urgent qui bouleversa sa compréhension de tout ce qui s'était passé depuis cette nuit de septembre près d'Elhorn Creek. Le message provenait du docteur Marcus Henley, le médecin de la compagnie chargé de soigner les mineurs blessés, et contenait des informations qui glacèrent le sang du shérif. 3 autres employés de la compagnie étaient morts au cours du mois précédent. Chaque décès semblait d'abord accidentel, mais révélait des schémas inquiétants lorsqu'on les examinait de près. Le superviseur Garrett Mills était tombé dans un puits lors d'une inspection de routine, mais des témoins affirmèrent qu'il se tenait à bonne distance du bord lorsqu'il bascula soudainement, comme frappé par une force invisible. Le gérant du magasin Vernon Polk avait été retrouvé mort dans son bureau verrouillé, apparemment victime d'une crise cardiaque. Pourtant, le coroner découvrit une petite blessure perforante derrière son oreille gauche, suggérant l'insertion précise d'une lame fine. Le plus troublant fut la mort d'Augustus Blackwood, le contremaître qui avait déchiré la pétition de Samuel Weaver. Blackwood fut découvert chez lui, assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant devant lui, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Il n'y avait aucune trace de violence, aucun signe d'effraction ou de fuite. Pourtant, il était indéniablement mort, victime de ce que le médecin ne put décrire que comme un choc catastrophique du système nerveux. Le message du docteur Henley contenait un détail qui convainquit Thornton qu'une action immédiate était nécessaire. Chaque victime avait été retrouvée avec un petit morceau de papier dans la poche, manifestement placé après la mort. Sur chaque papier figurait un seul mot, écrit de la main appliquée d'un enfant: justice. Cet après-midi-là, Thornton chevaucha seul dans les montagnes, suivant un sentier menant à une vallée isolée située à plusieurs kilomètres de la ville, où des chasseurs locaux avaient signalé la présence de fumée provenant d'un petit feu. Ce qu'il y découvrit le hanterait pour le reste de sa vie et l'obligerait à affronter l'ampleur réelle de ce que Thomas Weaver était devenu. Le garçon avait aménagé ce qui ne pouvait être décrit que comme un camp d'entraînement, doté de pas de tir élaborés, de parcours d'obstacles et de cartes détaillées de toutes les installations de la compagnie dans la région. Des silhouettes en bois placées à différentes distances et hauteurs représentaient divers défis tactiques, chacune conçue pour simuler des situations spécifiques où les employés de la compagnie pouvaient être vulnérables. Mais il ne s'agissait pas de cibles grossières qu'un enfant fabriquerait pour jouer. C'étaient des représentations anatomiquement précises de corps humains, sculptées avec une attention troublante aux détails et marquées d'annotations exactes indiquant les organes vitaux, les trajets artériels et les angles optimaux pour infliger des blessures mortelles. Certaines cibles étaient montées sur des systèmes de cordes et de poulies permettant de simuler des proies en mouvement, oscillant ou pivotant de manière imprévisible. Plus glaçant encore, Thomas tenait un journal détaillé consignant ses observations sur les habitudes quotidiennes des employés de la compagnie, leurs faiblesses, leurs peurs et leur vulnérabilité. Le carnet contenait les plans de leur maison, les horaires de leurs déplacements et des profils psychologiques révélant une compréhension de la nature humaine qu'il aurait été impossible d'attendre d'un enfant de son âge. Lorsque Thomas sortit de derrière un rideau de laurier des montagnes, tenant le fusil Spencer de son grand-père avec l'aisance décontractée d'un soldat professionnel, le shérif Thornton se retrouva face à quelque chose qui défiait toute catégorisation simple. Le garçon avait toujours l'apparence d'un enfant, petit pour ses 13 ans, les cheveux sombres, le regard sérieux, mais son attitude évoquait quelqu'un ayant franchi des frontières bien au-delà de l'expérience humaine ordinaire. « Je vous attendais, shérif », dit Thomas, sa voix dénuée de l'hésitation que les adultes s'attendent habituellement à entendre chez un enfant. Le docteur Henley finirait forcément par remarquer les schémas. Il est plus observateur que la plupart des employés de la compagnie. La conversation qui suivit révéla l'ampleur réelle de la campagne de Thomas contre la compagnie charbonnière, ainsi que la précision méthodique avec laquelle il avait planifié et exécuté sa vengeance. Il décrivit chaque meurtre avec le professionnalisme détaché d'un officier militaire faisant un rapport, expliquant les considérations tactiques ayant influencé le choix des méthodes et du timing. Garrett Mills avait été éliminé parce que son traitement brutal des mineurs avait entraîné la mort d'au moins 6 hommes, dont les plaintes de sécurité avaient été ignorées. Vernon Polk avait pratiqué des prix au magasin de la compagnie qui avaient
littéralement affamé des enfants, utilisant sa position pour extorquer des faveurs sexuelles à des épouses désespérées, dont les maris ne pouvaient subvenir aux besoins essentiels. Augustus Blackwood était responsable de l'effondrement qui avait tué le cousin de Thomas 2 ans plus tôt, ayant délibérément ignoré des problèmes structurels parce que les réparations auraient nui au quota de production. Chacun avait reçu exactement ce qu'il méritait, expliqua Thomas avec un calme terrifiant. Mills était mort d'une chute, tout comme les mineurs dont il avait négligé la sécurité. Polk était mort lentement et douloureusement, comme meurent les enfants lorsque leurs familles n'ont pas de quoi se nourrir. Blackwood était mort de peur, la même peur qu'il utilisait pour contrôler les ouvriers qui osaient remettre en question ses décisions. Lorsque le shérif Thornton demanda comment un garçon de 13 ans avait pu acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour commettre des meurtres aussi sophistiqués, la réponse de Thomas révéla la véritable horreur engendrée par la violence de la compagnie charbonnière. Son grand-père Ézéchiel ne s'était pas contenté de lui apprendre à chasser et à tirer. Il lui avait transmis le savoir accumulé de 3 générations de montagnards, qui avaient survécu en étant plus dangereux que les menaces qui les entouraient. Le vieil homme avait combattu dans 2 guerres, traversé les pires violences de l'époque de la frontière, et compris que les règles de la civilisation étaient à parfois une protection insuffisante face aux échecs même de cette civilisation. Il avait formé Thomas non seulement comme un chasseur, mais comme une arme à déployer lorsque les méthodes normales de la justice se révélaient insuffisantes. Grand-père disait toujours que les moutons engendrent des loups lorsqu'ils oublient comment être des chiens de berger, poursuivit Thomas, ses yeux sombres reflétant une sagesse qu'aucun enfant ne devrait posséder. La compagnie charbonnière a oublié que les gens des montagnes tuent leurs ennemis depuis bien plus longtemps que les corporations n'existent. Le moment le plus glaçant survint lorsque le shérif Thornton demanda directement si Thomas éprouvait le moindre remords pour les vies qu'il avait prises. Le garçon considéra la question avec le sérieux de quelqu'un à qui l'on pose un problème philosophique fondamental, puis livra une réponse qui entrait les cauchemars de Thornton pendant des décennies. « Shérif, ressentez-vous du remords lorsque vous abattez un chien enragé ?» demanda Thomas. Ces hommes étaient des maladies qui infectaient tout ce qu'ils touchaient. Ils détruisaient des familles, tuaient des enfants par négligence et par cupidité, transformaient le travail honnête en une forme d'esclavage. Je ne les ai pas assassinés. J'ai pratiqué une opération chirurgicale sur une communauté malade. La seule tragédie, c'est qu'il ait fallu si longtemps pour que quelqu'un fasse ce qui devait être fait. La confrontation finale entre Thomas Weaver et les forces ayant façonné sa jeune vie ne prit pas la forme d'un acte de violence, mais d'une négociation qui entrait le shérif Thornton pendant des décennies. Assis au bord d'Elhorn Creek, là où 3 corps avaient autrefois été enterrés, Thornton se retrouva à négocier avec un enfant parlant avec la précision glaciale d'un stratège militaire. Thomas n'avait aucune intention de simplement disparaître. Ses exigences étaient précises et non négociables. Une compensation pour les familles de mineurs tués dans des accidents évitables, l'installation immédiate d'équipements de sécurité et la fin du règne de terreur de la police du charbon. Plus troublante encore, il exigeait des garanties écrites, des documents engageant la responsabilité de la compagnie. « Vous pensez que tout cela se termine avec mon départ ?» dit Thomas, sa voix de 13 ans portant une autorité qui fit frissonner Thornton. « Mais je leur ai déjà appris quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, la peur. » Ils dormaient paisiblement, convaincus que les armes et l'argent suffisaient. Maintenant, ils savent que les montagnes produisent des prédateurs qu'ils n'avaient jamais imaginés. La négociation dura 3 jours. Les dirigeants de la compagnie, terrorisés à l'idée de perdre d'autres employés face à un ennemi invisible et insaisissable, acceptèrent des conditions qui auraient semblé impossibles quelques mois plus tôt. Mais Thomas ne se satisfit pas de simples promesses. Il exigea des preuves de conformité, des rapports réguliers et, plus inquiétant encore, mit en place un réseau d'enfants de mineurs qui servirait de yeux et d'oreilles dans toute la région. La transformation qui suivit le départ de Thomas fut immédiate et profonde. En quelques semaines, des équipements de sécurité introuvables depuis des années apparurent soudainement dans les mines. Les prix des magasins de la compagnie chutèrent du jour au lendemain. Les superviseurs les plus brutaux furent discrètement mutés vers des sites éloignés et la police du charbon disparut tout simplement. Leur pension de Devil's Rest fut abandonnée si rapidement que des repas restèrent à pourrir sur les tables. Mais le shérif Thornton découvrit que l'influence de Thomas dépassait largement la simple intimidation. Le garçon avait passé des mois à documenter chaque violation des règles de sécurité,
chaque abus corporatif, chaque famille poussée à la famine par les politiques de la compagnie. Avant de quitter la Virginie occidentale, il avait compilé ces informations dans des rapports détaillés qui parvinrent à des journaux de Charleston, de Baltimore et de Washington. Des publications déclenchant des enquêtes que la compagnie ne pouvait pas étouffer à coups d'argent. Les lettres que Thornton reçut depuis l'Ohio révélèrent la transformation progressive de Thomas, de tueur en homme d'affaires. Mais elles contenaient aussi des éléments troublants qui amenèrent le shérif à se demander si le garçon avait jamais réellement échappé aux ténèbres qui l'avaient consumé. Thomas écrivait au sujet de son éducation et de son succès croissant dans le milieu des affaires de Cincinnati, mais toujours avec une tonalité calculatrice suggérant qu'il planifiait encore, qu'il se préparait toujours à de futurs affrontements. En 1885, Thomas était devenu exactement ce que son grand-père l'avait formé à être, une arme déguisée en pilier de la communauté. Son empire commercial comprenait des investissements stratégiques dans des entreprises de matériel minier, des lignes ferroviaires desservant les exploitations de charbon et même des banques finançant des opérations minières. Il exerçait son influence économique comme d'autres utilisent des armes à feu, appliquant une pression d'une précision chirurgicale pour protéger les intérêts des travailleurs dans 3 États. Les mineurs de Virginie occidentale n'apprirent jamais la véritable identité de Thomas, mais ils ressentirent sa protection pendant des décennies. Les organisateurs syndicaux bénéficièrent de financements inattendus. Les défenseurs de la sécurité constatèrent que les dirigeants des compagnies se montraient soudainement étonnamment conciliants. Les enfants de familles de mineurs reçurent des bourses pour étudier loin de chez eux, brisant ainsi le cycle de servitude corporative qui avait emprisonné leurs parents. Lorsque Thomas mourut en 1924, ses funérailles à Cincinnati furent suivies par des centaines de personnes qui ne le connaissaient que comme un philanthrope généreux. Mais cette même semaine, dans toute l'Appalachie, des événements étranges furent signalés. Des superviseurs qui projetaient de réduire les mesures de sécurité revinrent soudain sur leurs décisions. Des dirigeants opposés aux négociations syndicales devinrent brusquement coopératifs, et plusieurs gardes de mines particulièrement brutaux disparurent sans explication. Les 3 tombes près d'Elkhorn Creek furent découvertes lors d'une inondation en 1915, mais à ce moment-là, les ossements ne purent être identifiés que comme ceux de victimes anonymes de violences liées au travail. Ce que les enquêteurs ne découvrirent jamais, ce fut une 4e tombe, dissimulée plus profondément dans la forêt, contenant les restes d'Henry Caldwell, l'informateur qui avait trahi la pétition de Samuel Weaver. Thomas l'avait gardé pour la fin, lui rendant visite lors d'une nuit glaciale de février 1876, quelques jours seulement avant de partir pour l'Ohio. Le shérif Thornton emporta le secret de ce dernier meurtre dans sa tombe. Mais ses journaux, découverts après sa mort en 1899, contenaient une unique entrée obsédante. Le garçon avait compris quelque chose que le reste d'entre nous n'a jamais appris. Le mal crée sa propre némésis. Et parfois, cette némésis porte le visage d'un enfant qui a appris trop tôt que la miséricorde est un luxe que les innocents ne peuvent pas se permettre. Ce mystère nous montre que les transformations les plus terrifiantes ne naissent pas de l'horreur surnaturelle, mais de la lente corruption de l'innocence par une cruauté systémique. Thomas Weaver n'est pas né tueur. Il a été façonné avec soin par des hommes qui n'avaient jamais imaginé que leurs victimes pourraient apprendre à les traquer en retour. Qu'en pensez-vous? Un enfant aurait-il réellement pu orchestrer une vengeance aussi méthodique? Ou ce récit révèle-t-il quelque chose de plus sombre sur ce que la société crée lorsqu'elle abandonne ses membres les plus vulnérables? Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos théories sur ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes de Virginie occidentale. Et si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits sombres de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. À très bientôt pour la prochaine vidéo.